bonjour à vous tous. Nous avons eu un super propos introductif avec M. Abdelkader Arni qui nous a brossé un paysage global de ce que sont les enjeux du secteur bancaire dans sa globalité. On a pu s'empêcher d'entendre que tout revenait à l'humain, que la relation client était évidemment de plus en plus marquée par une qualité de prestation du fait justement que la digitalisation vient renforcer la réactivité, l'entrée en relation avec le client est plus rapide, ça va de soi, mais également le fait de pouvoir mieux servir le client de par une relation omnicanale. Nous avons évidemment entendu de la part de Selarni une très belle intervention qui met en évidence aussi le sujet des enjeux réglementaires et de la nécessité de tenir compte de ces derniers dans les modèles de transformation. Je souhaite maintenant vous préciser que pour la suite justement, et nous avons fini sur la note du client, la suite de cette journée dédiée au secteur bancaire et financier, nous allons parler avec d'éminents experts que je vais vous présenter dans pas très longtemps du sujet de la transformation des modèles bancaires et financiers au service de la relation client. Et donc, vous l'avez bien compris, la suite de notre intervention étant liée à la relation client, nous avons besoin d'avoir avec nous des experts qui sont au cœur des sujets de la relation client. Et je vais commencer par citer d'abord notre première intervenante que j'ai le plaisir d'accueillir en la personne de Alia Rouli. Bienvenue à vous, chère Alia, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Vous m'entendez bien, j'espère. Absolument. Je vais prendre quelques instants pour vous présenter. Merci de nous avoir rejoints, ça fait plaisir de vous retrouver. Merci pour l'invitation, ravi. Merci infiniment. Donc, vous avez un véritable parcours à travers les différentes activités qui apportent de la valeur ajoutée aux clients, j'ai envie de le dire. Donc, vous avez au niveau de donc BMC Banque, groupe BNP Paribas, occupé différentes fonctions et vous occupez aujourd'hui des fonctions de direction générale que je vais citer dans un instant, mais vous avez travaillé au niveau du risque, c'est très important. Donc, vous avez été en charge du contrôle des risques. Puis, vous avez été en charge de l'inspection générale. Donc, on est vraiment au cœur du métier quand on part de l'inspection. En charge du marketing, la stratégie d'innovation et du digital. C'est bien le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui parmi d'autres. Et maintenant, depuis à peine quelques jours, et je tiens à vous en féliciter une fois de plus, et cette fois officiellement et de vive voix. Merci beaucoup. Vous êtes… Merci, directrice générale de Digifi et Digiserve. Vous pouvez nous dire en 2 mots de quoi il s'agit quand vous prendrez la parole. Et donc, écoutez, je vous interpelle tout de suite avec la première donc question. Quel est pour vous l'état des lieux que nous avons à faire par rapport au changement qu'a connu le secteur bancaire ces derniers temps? Mais avant de faire cela, je vais aussi inviter les autres participants à rentrer dans la discussion en les présentant. Donc, j'ai avec moi normalement aussi Rachid Outariet. Bonjour Cédric, vous m'entendez? Rachid, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous retrouver. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. Merci. Alors, ce que je tiens à dire pour vous présenter rapidement, c'est que vous êtes un homme de la finance également. Excusez-moi. Donc, vous êtes passé vraiment par les différentes activités possibles au niveau des sociétés de bourse ou de financement. Donc, vous avez été membre du board of Directors, donc membre du conseil de Sogé Capital Gestion, Société Générale, Head of Private Banking, toujours à la Sogé. Puis ensuite, vous avez eu également, vous êtes maintenant, depuis 2008, le président de CDG Capital Bourse. Et en même temps, évidemment, il est important de citer qu'aujourd'hui, vous nous faites le grand honneur de nous rejoindre en votre qualité de président de l'association professionnelle des sociétés de bourse dont vous occupez cette fonction, ou plutôt au sein de laquelle vous occupez cette fonction depuis 2016. Bienvenue à vous, Sioutalia, je suis ravi de vous accueillir. Et je vais également présenter les 2 autres intervenants qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc, nous avons cette fois au nord de la Méditerranée un expert qui nous rejoint du côté de notre partenaire en banque et finance, en formation pour le secteur bancaire et financier, j'y arrive. Et il s'agit de l'École supérieure de la banque, portant nouvellement ce nom, qui est historiquement connu comme le CFPB Paris. Monsieur Jean-Luc Montigny nous rejoint. Bienvenue à vous, Jean-Luc. Bonjour, Driss. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de cette invitation. Heureux d'être parmi vous, effectivement, au nord. Et je vous remercie de nous rejoindre également. Donc, vous-même, vous êtes un homme également de tous les sujets qui sont liés à la relation client. On en a parlé beaucoup dans ce panel, cette introduction. Vous avez été chez HSBC Retail Banking and Wealth Management. Vous avez fait de la gestion de fortune, directeur
du coaching et de la formation en interne, mais également directeur de la clientèle des professionnels. Donc, vous avez été en même temps du côté métier, mais en même temps du côté des hommes et des femmes, pardon, des femmes et des hommes, disons dans ce sens, c'est très important. Et puis maintenant, vous avez, depuis 13 ans, plutôt maintenant, ça fait déjà 13 ans, rejoint la prestigieuse maison de l'École supérieure de la banque, où vous êtes aujourd'hui directeur ou en tout cas en charge de la direction marketing et commercialisation de la formation permanente. Donc, nous avons le plaisir de collaborer avec vous sur nos projets dans le cadre du partenariat historique qui nous lie à cette superbe institution qu'est l'École supérieure de la banque depuis maintenant 5 décennies et qui a sa présence au Maroc et partout en Afrique francophone et dans le monde francophone depuis bien plus longtemps que cela. Je ne rentrerai pas dans toute l'histoire. Bienvenue à vous à nouveau. Et puis, nous allons maintenant aller faire un tour au Portugal. Nous avons avec nous quelqu'un qui m'a dit dans ses propos, moi, je suis plus africain qu'européen. J'ai trouvé ça très sympathique. Donc, nous avons, alors excusez-moi une seconde, je retrouve rapidement son profil pour pouvoir le présenter. Donc, cher Ricardo, comment ça va? Bienvenue à vous. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour Ricardo Diaz l'invitation. Marquez, qui est évidemment aussi européen qu'africain, il faut le dire. Mais j'ai trouvé cette notion d'expertise africaine qu'il a très, très enrichissante et c'est quelque chose de super pour pouvoir justement mettre en avant ce regard croisé, mais avec une expertise très africaine. Donc, en 2 mots, Ricardo, donc vous êtes… alors, une seconde. Donc, vous avez un beau parcours dans la finance internationale également. Vous avez, vous aussi, travaillé en Afrique du Nord comme vous travaillez aujourd'hui. Vous allez travailler évidemment au niveau du Maghreb, mais du Maroc. Mais vous avez été d'abord Managing Director de Team W Group, si vous voulez nous préciser, donc Regional Managing Director. C'est une multinationale portugaise interactive dans le marketing et la vente. Qui donne des solutions digitales, donc de contenu digital. Donc, vous êtes expert du digital, ça va de soi. Wincor Nixdorf en tant que Managing Director et Executive Board Member au niveau de l'Algérie. Donc, vous connaissez l'Afrique du Nord, hein, ça va de soi. Puis maintenant, vous êtes Country Manager pour Euronet Worldwide, installé au niveau du Maroc, en tout cas prochainement. On vous souhaite de pouvoir rejoindre le Maroc assez rapidement. Et vous avez été également entre les deux, dont j'ai précisé Managing Director donc d'une autre structure en Algérie Palop, donc qui est une structure qui fait partie de Diebold Nixdorf. Bienvenue parmi nous à vous tous. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai pris le temps de vous présenter parce que ça permet de vous mettre en avant rapidement. Donc, nous avons entre nous à peu près 1 heure pour ce panel. Donc, il nous reste un peu moins d'1 heure. Et donc, je vais commencer par interpeller Alia Rouli sur ce qu'est votre lecture en à peu près 5 minutes au maximum, 4 à 5 minutes. Ça nous permettra un temps d'échange également. Mais quelle est votre lecture, Alia, de l'impact finalement de cette transition que nous connaissons depuis quelque temps sur la situation des établissements bancaires en général, des établissements de crédit, je vais dire. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Driss. Tout d'abord, un grand bravo pour cet événement que je suis avec beaucoup d'intérêt et qui permet de connecter le monde éducatif avec le monde professionnel et réel et donc d'anticiper sur des besoins parce que j'aime beaucoup le titre aussi qui est celui de changement de comportement et de compétences. Et donc les compétences aujourd'hui, ça commence d'abord à travers les bancs de l'école pour pouvoir faire monter en charge aussi bien des étudiants que des professionnels d'ailleurs dans le cadre du change et de la formation continue. Donc, encore une fois, bravo. Très belle initiative, très belle thématique et ravie d'être parmi vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, 2 petits mots puisque j'ai noté votre question par rapport aux 2 entités que j'ai le plaisir de chapeauter aujourd'hui. La première étant un établissement de paiement. Digifi est un peu un nom barbare, mais qui porte une marque aujourd'hui, qui est Smartfloss, qui est un wallet électronique dont j'aurai tout le plaisir de parler plus tard. Et puis la deuxième filiale que je chapeaute aussi traite plutôt de tout ce qui est plateforme digitale. Donc, c'est une espèce de lab startup. Et j'en parlerai aussi, l'objectif étant de créer tout un écosystème
pour que le consommateur puisse avoir cette omnicanalité tant recherchée. Donc, par rapport à votre question, qui est une question essentielle, et je vous prie de jouer au timekeeper si toutefois je dépassais le temps qui m'est imparti. Moi, je dirais il y a 3 sujets aujourd'hui qui sont de taille et qui se sont confirmés dès l'avènement, j'allais dire, du Covid, qui était déjà là, mais qui se sont vus accélérer. Tout à l'heure, j'écoutais avec beaucoup d'attention le précédent intervenant, qui est un professeur éminent, et désolé de ne pas pouvoir redire le nom. J'ai toujours peur d'écorcher les noms, mais en tout cas, je pense que vous retrouverez un fil rouge à travers tout ce qui a été dit. Premièrement, la digitalisation de la relation client. Cette digitalisation aujourd'hui est au centre des préoccupations pour plusieurs raisons. D'abord, la distanciation physique a fait que très naturellement, ce qui était un maillage physique est devenu aussi du figital. Je vais appeler ça figital parce que justement, il y a cette complémentarité aujourd'hui dans le parcours client entre ce volet digital, mais ce volet aussi physique, puisque le client, et il faut beaucoup parler du contexte du marché marocain, qui est un contexte de bancarisation, de taux de bancarisation, certes en progression, mais qui n'a pas encore atteint le niveau escompté. D'ailleurs, aujourd'hui, Banque El Maghreb utilise un terme qui est encore plus parlant, celui de l'inclusion financière, puisque cette inclusion financière permet justement, puisqu'on parle du secteur bancaire, mais aussi du secteur financier, de mettre bout à bout et la partie bancaire et la partie financière, et notamment les établissements de paiement. Donc, il y a ce maillage aujourd'hui digital et, j'allais dire, établissement, physique qui est très, très important. Et tout à l'heure, on parlera des perspectives et pour moi, très clairement, ce dispositif va continuer à évoluer pour laisser place de plus en plus au digital. Cependant, et j'en arrive à mon deuxième point, si cette tendance a permis de mettre en avant le digital, et on l'a vécu tous d'une manière ou d'une autre, elle a aussi mis en perspective l'importance de la relation client à travers le conseiller. Alors aujourd'hui, c'est un leurre que de penser que le conseiller va laisser place à quelque chose de totalement déshumanisé. Ce n'est pas le cas, d'où l'importance d'ailleurs de la posture du conseiller client, et d'autant plus qu'aujourd'hui, nous passons par un moment de crise, et ce moment de crise accentue le besoin d'échanger, de pouvoir être accompagné, même à distance, c'est-à-dire sans qu'il y ait cette promiscuité ou cette présence physique. Et d'ailleurs, nous avons pu le constater de manière très, très forte. Il y a eu une recrudescence des appels téléphoniques, des contacts vis-à-vis des business centers et des CRC. Pourquoi? Parce que on a besoin d'être rassuré, on a aussi besoin d'être accompagné. Le digital et le parcours digital ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait un accompagnement de proximité, et que mieux qu'un humain pour pouvoir se faire et pouvoir échanger. Bien sûr, il y a des technologies aujourd'hui, il y a le chatbot, il y a un certain nombre de technologies qui commencent à voir le jour au Maroc de manière beaucoup plus accélérée. Nous-mêmes, nous avons dû recourir à ces technologies pour alléger justement cette charge qui était beaucoup plus présente vis-à-vis du conseiller. Toutefois, le conseiller en tant qu'humain reste important, sa formation, sa posture, sa bonne compréhension des outils digitaux aussi. C'est-à-dire, le métier du conseiller est en train d'évoluer, et ça, c'est une tendance qui va de plus en plus se confirmer. Et troisièmement, moi, j'irai sur des sujets aujourd'hui, on l'a vu, pour pouvoir digitaliser, il va falloir justement j'ai entendu parler de blockchain, un certain nombre de technologies, sans vouloir rentrer dans des détails techniques, ce n'est pas le sujet du webinaire. Et donc, en face, on a besoin de rassurer ce client et surtout de sécuriser le transactionnel, le sécuriser de manière à ce qu'il puisse avoir confiance. Et d'ailleurs, sachez
que pas plus tard que ce lundi, on avait une restitution avec la Banque mondiale et le groupement des établissements de paiement. Et justement, il y a encore cette grande frilosité vis-à-vis des outils digitaux et de leur utilisation et surtout de la sécurisation du transactionnel. Parfait, Ce qui excellent. fait que c'est un sujet, j'en arrive au bout de mon intervention, en tout cas sur cette première partie, ce qui fait que c'est quelque chose dont il ne faut pas négliger aussi l'investissement et surtout le know-how. Parfait. Il y a un petit problème de connexion, c'est pour ça que je vous ai un peu interrompu, mais j'ai bien entendu la fin de votre propos. Merci beaucoup, Alia, pour cette introduction. En un mot, rassurer le client, s'assurer évidemment que dans le cadre d'une relation dite digitale, la proximité soit augmentée. D'ailleurs, vous l'avez bien cité, hein, on l'a entendu chez vos confrères également. Depuis l'avènement de la transition que nous vivons, il y a eu beaucoup plus d'entrées en relation téléphonique par les centres de relations clients notamment et une volonté d'être mise en confiance dans la relation qu'on établit avec sa banque. Qu'il s'agisse évidemment d'un client en particulier, professionnel ou entreprise ou institutionnel. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais passer la parole à donc Sir Rachid Ouattariat, Monsieur le Président. Cher ami, bienvenue parmi nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, sur votre état des lieux avec la lecture que vous voudrez bien en faire de l'environnement macro et micro des organisations? Merci beaucoup. Merci Cédric pour cette initiative. Merci pour ton invitation. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'intervenir dans ce panel avec des personnes éminentes dans leur domaine perspective. J'ai beaucoup appris hier en écoutant, en suivant quelques interventions et j'espère que mon intervention sera pertinente et dans les délais impartis. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'on est dans un secteur qui est particulièrement régulé. Donc, on est dans un marché, on est dans un métier de société de bourse, donc dans la finance de marché. Et on est en relation avec des clients qui peuvent être institutionnels, qui peuvent être personnes physiques. Et on a des obligations très fortes en termes de qualité de service, en termes de qualité de conseil. Et on est très, comme je disais, très régulé. Donc, du coup, ça nous met plusieurs contraintes et de la pression sur les épaules des personnes qui sont en face, qui sont au sein de ces structures, qui doivent mettre en place les dispositifs nécessaires pour sécuriser et pour rassurer les investisseurs et particulièrement les conseillers en investissement qui sont en face des clients et qui doivent avoir la capacité non seulement de bien les conseiller, de bien les orienter, mais de les rassurer, quelle que soit la phase et les tendances du marché. Donc, on est effectivement dans un secteur qui est confronté à la réalité macroéconomique et microéconomique des différentes sociétés cotées. Je n'avais pas préparé quelque chose sur ce sujet particulièrement de macro et micro, mais je peux en parler très rapidement. Comme vous le savez tous, on est passé par une année Covid où il y a une tension assez forte sur les finances publiques, où il y a une baisse d'activité globalement, mais notre pays a pu, grâce à la bonne gestion de cette pandémie, passer cette année avec beaucoup moins de dégâts que beaucoup d'autres économies, même des économies beaucoup plus développées que les nôtres. Donc, c'est un bon point pour notre économie, c'est un bon point pour nos activités et ça se ressent au niveau du marché boursier. Donc, du coup, la microéconomie a bien résisté. Quand on voit les sociétés cotées, par exemple, certes, il y a une baisse des résultats, mais il y a un maintien des dividendes à un niveau relativement intéressant et il y a aussi surtout une forte résilience par rapport au contexte économique qu'on a vu. Et ça s'est manifesté par une tendance qui était assez volatile l'année dernière, en 2020, ce qui est tout à fait normal, mais qui a connu une reprise vers la fin de l'année et cette année aussi, dû aussi au fait qu'il y a beaucoup d'épargne qui devrait être investie, qui cherchent à s'investir et qui cherchent à avoir les meilleurs placements. D'où le rôle justement de nos métiers autant que services financiers. Comme tout service, la force ou le point fort, qui peut être aussi un point faible dans une structure qui offre des services, c'est la personne, c'est les collaborateurs, c'est les personnes. Et là, la formation joue un rôle très, très important. Et la formation doit être sur plusieurs aspects. Il y a des aspects réglementaires, puisqu'il y a beaucoup de réglementations dans notre secteur, dans notre métier. Il y a des formations sur la compliance.
Il y a des formations sur les aspects qu'il faut intégrer qui concernent la qualité quand on est conseiller en investissement, sur notre connaissance du marché, sur nos connaissances et le suivi de l'économie, de ce qui se passe au niveau de l'entreprise, pour pouvoir donner la bonne orientation à la personne que nous avons en face et avoir surtout la bonne posture. On ne va pas avoir le même discours avec tout le monde. Chacun a son propre profil d'investissement, chacun a ses propres contraintes et donc chacun, on doit adapter notre discours à tout un chacun. Qu'il soit personne physique ou institutionnelle, les besoins ne sont pas les mêmes, les orientations ne sont pas les mêmes, les stratégies ne sont pas les mêmes, les horizons d'investissement, de placement ne sont pas les mêmes. Donc, on est confronté à un vrai challenge en termes de ressources humaines, sachant qu'on est sur une niche, j'allais dire, d'expertise et je dois l'avouer, on est en difficulté pour recruter des bonnes personnes, des personnes qui ont les niveaux requis globalement sur les différents aspects de leur fonction. Et du coup, au niveau de notre marché aujourd'hui, marché marocain, je peux me permettre d'en parler dans le sens large, dans le sens marché financier. Ça concerne aussi la gestion d'actifs ou d'autres types d'intervenants sur ce marché financier. On a, comment dirais-je, un besoin en termes de ressources. Donc, on a un besoin en termes de ressources qualifiées. Et c'est des besoins urgents, d'autant plus que les marchés bougent rapidement, qu'il y a de nouveaux produits qui vont se mettre en place, il y a de nouvelles activités qui vont être mises en place, et tout ça ne peut pas se faire tout seul. Il faut qu'il y ait des hommes derrière qui peuvent mener des chantiers, qui peuvent les faire aboutir et qui peuvent les réussir, et encore une fois, en rassurant le client. Le client est derrière et l'élément clé de toute la chaîne. Et tout ce qu'on met en place, c'est justement pour que cette relation client soit la plus fluide possible, la plus rassurante pour le client, la plus sécurisée pour le client, donc dans le respect de la réglementation et le respect de l'art. Je terminerai par deux aspects ou deux points importants. Je voudrais signaler que dans une initiative du régulateur, on a entamé, ça fait à peu près 2 ans, on a commencé ça fait à peu près 2 ans, un système d'habilitation des gens qui sont dans ce marché-là. Et l'objectif principal, c'est que tout un chacun dans son métier, qu'il soit habilité, qu'il passe des formations, qu'il passe des examens, avec un objectif et un seul objectif, c'est de pouvoir s'assurer que tout le monde soit rassuré et que les personnes qui sont dans ce marché-là sont compétents, savent ce qu'ils doivent avoir, connaissent les règles, connaissent tout ce qu'ils doivent faire, tout ce qu'ils ne doivent pas faire. Et aujourd'hui, quasiment toutes les personnes qui sont opérationnelles dans ce marché ont été habilitées par l'AMC et c'est une très grande fierté pour notre place et pour nos différentes sociétés respectives. Le deuxième point, c'est que justement l'année dernière, et l'histoire du Covid nous a poussés tous à aller vers encore plus de digitalisation. Je précise que dans notre secteur, le digital est très important depuis très longtemps, mais il a pris une importance encore plus forte l'année dernière. Et comme l'a très bien souligné un éminent intervenant hier, quand on a vu le confinement pointer du nez, on ne savait pas quoi faire. Je pense que personne ne savait quoi faire, et on se posait des questions sérieuses au niveau de la place. Est-ce qu'on est capable de gérer cette situation-là? Est-ce qu'on a des PCA, donc des plans de continuité d'activité capables de gérer des situations pareilles? Et je suis heureux de dire, 1 an après, que toute la place a relevé le défi, que toutes les sociétés de bourse, que la bourse de Casa, tous les intervenants sur le marché, que ce soit les sociétés de gestion ou d'autres, ont assuré haut la main et qui ont permis d'offrir quasiment le même service qui était offert aux clients avant, dans un contexte qui était beaucoup plus compliqué, où on devait organiser nos métiers complètement différemment. Je prendrai juste pour un exemple CDG Capital Bourse, que j'ai le plaisir de gérer. On a pu gérer la situation avec 100% de l'équipe qui était confinée chez elle. Donc, les bureaux ne servaient plus à rien. Donc, on avait pu dupliquer toutes les connexions, toutes les relations, les communications téléphoniques avec les clients sur des enregistreurs, etc. Donc, c'est tout un effort des équipes et qui montre effectivement aujourd'hui qu'on est dans un marché où les compétences sont là, qu'il y a des compétences de qualité qui ont de grandes capacités d'adaptation et qui peuvent assurer les défis de demain. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Dernier point, il y a un outil ou une solution, la bourse en ligne,
qui a permis aussi, parce que là on parle digital, qui a permis l'année dernière, qui a connu un essor particulier l'année dernière et qui a permis à beaucoup de personnes physiques qui au regard de la volatilité qui était là au niveau du marché, des opportunités qui pouvaient se présenter, de pouvoir traiter, de pouvoir même ouvrir des comptes en ligne et qui ont pu saisir des opportunités, même dans un contexte, effectivement, comme je disais, on était complètement en confinement total. Totalement parfait. Excellent. Et avec tous les traitements back-office, middle-office, etc., nécessaires derrière. Et donc, on a connu une activité même qui était beaucoup plus forte que les années d'avant, hors Covid, pendant quelques mois, et avec zéro, j'allais dire quasiment zéro incident. Donc, on peut vraiment résumer ce que vous dites et merci pour ces propos d'une clarté et d'une structure absolument remarquable, tout comme votre prédécesseur Ali Aroudi qui nous a vraiment peint le tableau global au niveau du secteur bancaire. On peut dire clairement que dans vos propos, ce qu'on peut vraiment bien noter, c'est Rachid, c'est cette manière dont vous mettez en symétrie le client et le collaborateur. On l'entend tout au long de votre intervention dans un secteur du marché des capitaux résilient, en tout cas qui a fait sa transition avec une forte capacité des organisations de non simplement maintenir, mais également améliorer la qualité des services à leurs clients, des clients qui proviennent de différents horizons, qui ont des horizons d'investissement plutôt de différents profils, qui ont différents profils et des horizons d'investissement variés, une nécessité de pouvoir bien conseiller le client à toutes les étapes de la démarche. Et vous-même, vous avez utilisé ce même terme qui remontait dans les propos de Ali Arouli tout à l'heure, rassurer, climat de confiance, relation transparente avec le client aussi est une des notions qu'on peut ressentir dans vos propos. Et vous avez évidemment mis l'accent sur le sujet du développement des compétences avec le processus d'habilitation mis en place par l'autorité marocaine des marchés des capitaux, donc le régulateur du marché pour ceux qui nous écoutent de l'international. Et cette particularité, c'est qu'aujourd'hui, l'habilitation est non seulement mise en place, mais on sent aussi qu'il y a une amélioration nette du service à la clientèle et des performances des collaborateurs formés à l'appui. Maintenant, vous avez aussi évoqué qu'il y a une carence de profil pour accompagner les enjeux d'intégration de nouvelles recrues. Et pour ce faire, moi, je vous propose qu'on aille regarder maintenant du côté nord pour répondre à ou ancrer plutôt votre propos dans celui du prochain intervenant. Jean-Luc Montigny, bienvenue à vous à nouveau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, des enjeux tant à niveau technologique que économique dans la globalité, mais surtout cet impact de cette situation de transition que nous vivons, les impacts de cette situation de transition que nous vivons sur d'abord les organisations que sont les établissements bancaires et financiers que vous traitez. Je sais qu'en France, vous avez l'autorité des marchés financiers dont vous êtes un des principaux, peut-être même le principal acteur du marché en matière de formation, que nous avons d'ailleurs le plaisir de pouvoir représenter ensemble au Maroc également, je le dis au passage. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est surtout de se dire, mais concrètement, vous, qu'est-ce que vous avez trouvé comme enjeu ces dernières années dans l'écosystème de vos clients et comment vous y avez remédié par des solutions de formation adaptées? Merci et bienvenue à vous. Merci Idriss, encore une fois, pour cette invitation. Bonjour à tous. C'est une très belle initiative. Hein. Je trouve que de nous mettre en confrontation sur des domaines d'expertise diverses et finalement s'apercevoir qu'il y a beaucoup de points de vue convergents. Je rejoins complètement ce qui a été dit par mes deux prédécesseurs sur la séquence. Tout tourne autour de la relation client, très clairement. Alors, depuis plusieurs années, il y a eu progressivement une transition digitale dans la relation avec sa banque. Elle a d'abord été axée sur l'aspect transactionnel, sur l'aspect opérationnel, là où finalement un réseau physique n'avait pas une vraie valeur ajoutée. Hein. Ça a aussi amené le client à être acteur de sa relation avec la banque, non plus passif. Et ça, c'est une mutation qui s'est faite par l'initiative du client en tant que consommateur. D'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus, quand on fait nos formations, on utilise le mot consommateur quand on parle du client, puisque une habitude de consommation de la banque s'est progressivement introduite. On consomme de la banque comme on consomme un service traditionnel. En revanche, il y a une dimension qui doit être préservée, c'est la dimension conseil. Aujourd'hui, une banque en ligne, une fintech ne pourra pas à un moment donné vous apporter la dimension humaine de la relation et de la relation physique avec son client. Alors évidemment, le Covid est passé par là
puisque là où les banques avaient progressivement transformé leur réseau d'agences physiques en des points de conseil, tout simplement, ils avaient complètement évacué toute la partie transactionnelle, et donc on était sur des points de vente avec des conseillers qui étaient là pour apporter du conseil, du service, et puis surtout avoir une valeur ajoutée dans la relation client. C'est ça qui distingue la pertinence et l'efficacité d'un réseau bancaire vis-à-vis d'un autre, et ce qui distingue également les équipes. Et cette fois-ci, avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est que l'évolution du comportement client, elle s'est faite malgré lui. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix naturel, c'est que le client, par la force des choses, a dû prendre de la distance dans sa relation avec sa banque, et notamment sur la dimension conseil. Donc ça, c'est une évolution sur laquelle les banques ont dû très rapidement prendre un virage. Alors Driss, vous citiez que moi, j'ai travaillé auparavant dans un réseau bancaire qui s'appelle HSBC, qui a une dimension internationale, et sur lequel on travaillait avec des clients qui étaient à l'autre bout du monde. Et on avait déjà observé que la digitalisation de la relation était en train de se mettre en place, avec à l'appui les nouveaux moyens technologiques qui le permettent. On le teste entre nous aujourd'hui même. Vous voyez, on est quasiment tous autour de la Méditerranée, et pour autant, on se parle, on se voit en temps réel. Et ça, c'est quelque chose d'assez formidable sur le plan technique. Et pour autant, il y a une résistance. Il y a une résistance dans le comportement des clients, et ça a été évoqué aussi, il y a une résistance de la part de l'interne. C'est-à-dire que nos collaborateurs, jeunes ou vieux, aujourd'hui ne se sentent pas tout à fait à l'aise dans le fait d'évoluer vers cette relation à distance. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux dans cette situation, parce qu'on l'a vu, il y a un cadre réglementaire pratiqué de la banque aujourd'hui, notamment dans l'activité de gestion d'actifs, est extrêmement encadré. A été cité l'AMF, mais on a nous en France, c'est bien connu, la CPR, donc autorité de contrôle qui veille à nos activités bancaires. Vous avez, vous aussi au Maroc, les mêmes prérogatives. Donc nous devons pratiquer la banque à distance, tout en conservant ce niveau de sérieux et de qualité de service. Et donc il faut accompagner les collaborateurs, il faut les accompagner. Il y a une chose aussi qui a été mise en avant, c'est que pour construire une relation forte, on mettait souvent en avant le terme proximité avec son client. Aujourd'hui, pour moi, ce terme, il a évolué. Ce n'est pas uniquement de la proximité que le client recherche, c'est de la disponibilité. La digitalisation, aujourd'hui, a mis en avant cette nouvelle dimension. C'est mon banquier quand je veux, où je veux, et pour les sujets que je veux. Alors, sur les sujets, encore une fois, opérationnels et transactionnels, on a les solutions. Vous pouvez faire un virement bancaire à travers le monde un dimanche soir à 21h30 si vous le souhaitez. La disponibilité de son conseiller, c'est autre chose. C'est qu'il soit en capacité de rapidement répondre à mon besoin et qu'il puisse mieux me connaître. Et tout tourne autour de la confiance que le banquier va avoir envers son interlocuteur. Et là, il y a un vrai enjeu, parce qu'il y a une nécessité de faire monter en compétence nos collaborateurs qui sont en relation client. A été évoqué tout à l'heure, par exemple, sur la gestion d'actifs et les marchés financiers. Les attentes en matière d'épargne ont complètement évolué. L'épargne traditionnelle, l'épargne réglementaire aujourd'hui n'apporte plus les performances, on sait qu'elles ont apporté par le passé. Il faut vraiment qu'il y ait une expertise de la part de nos conseillers qui peuvent accompagner les clients dans des choix de solutions de placement à moyen et long terme plus pertinents, avec un accompagnement sur les modalités fiscales et autres. C'est là où on pourra se distinguer d'un réseau bancaire à l'autre. Et là, c'est là où prend toute sa place des organismes de formation. D'ailleurs, on est extrêmement sollicité aujourd'hui, mais on est beaucoup sollicité, et ça a été dit, plus sur la posture, c'est-à-dire plus sur la forme que sur le fond. La connaissance des marchés financiers, bien évidemment, c'est important, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de formations réglementaires qui existent et qui sont en place. Mais aujourd'hui, il y a de nouvelles attentes de la part des banques sur la posture qu'on doit avoir en face de son client, comment l'accompagner dans cette période de crise où les attentes ont évolué également, les comprendre et savoir apporter les solutions en face qui sont adaptées. Donc ça nous a demandé, nous, ES Bank en particulier, dans un premier temps, une adaptation technique, puisque l'essentiel de nos formations a été dispensé en présentiel. Et donc, on a dû très rapidement adopter ce format. On a réussi ce virage, très clairement. Et puis, on a dû aussi revoir et repenser complètement notre approche pédagogique sur tous ces sujets.
Est-ce que vous pouvez nous donner pour conclure, un exemple ou deux de changements en matière d'approche pédagogique pour qu'on ait une idée assez rapide et ensuite on passe la parole à notre cher intervenant suivant pour engager le débat entre vous quatre également. En fait, c'est toute l'introduction de toute activité technique, mais qui sont à caractère interactif. On a des plateformes aujourd'hui avec des smartphones où on peut faire des quiz en ligne, on peut faire des vidéos, on peut faire des storyboards. Donc, le S-Bank travaille fortement sur l'utilisation de ces plateformes. On a aussi des animateurs qui se sont équipés technologiquement d'écrans interactifs qu'ils utilisent lors de sessions de formation à distance et qui rencontrent un franc succès. L'objectif aussi, c'est de conserver l'attention des apprenants et qu'ils ressortent des formations avec une vraie connaissance renforcée. Vue d'ensemble sur comment vous avez pu passer de ce client consommateur plus exigeant qui, malgré lui, a dû passer à une relation à distance, mais qui néanmoins reste exigeant de disponibilité de son conseiller. On est conscient, on a parlé tout à l'heure des différents outils et ça a été introduit aussi par vos prédécesseurs, tout ce que peuvent être les outils technologiques liés à l'intelligence artificielle, chatbot ou autres, certes, vont venir permettre d'industrialiser une partie du processus, mais ne changeront absolument rien à l'importance de la relation client de visu ou à distance par téléphone ou par écran. Un expert, il n'y a pas très longtemps, me disait que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer l'intelligence humaine parce qu'elle n'est pas capable de compenser ou en tout cas d'exprimer de l'émotion ou de la créativité. Elle est capable, évidemment, dans le machine learning, dans le cadre du machine learning, de s'adapter, de pouvoir même avoir des comportements prédictifs à partir des données qu'elle traite, mais elle n'aura jamais l'émotion d'un être humain, ni la proximité, ni le sourire, ni l'intelligence situationnelle qu'on peut accorder à un rapport humain. On en a beaucoup parlé hier également lors de la première journée. Merci beaucoup. Je vais à présent proposer à cher Ricardo Marquez Diaz de nous brosser un horizon, d'abord une analyse macroéconomique au niveau de la région étant le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, et puis de parler des dernières tendances, en tout cas des tendances constatées, des tendances lourdes au niveau du secteur bancaire et financier depuis l'avènement de la transition que nous vivons. Et nous allons parler d'un sujet qui a été évoqué en introduction par certains des intervenants et qui va revenir à chaque fois, c'est l'inclusion financière. Et enfin, évidemment, vous nous ferez donnerez un aperçu de tout ce que sont les enjeux RH liés à tous ces changements. Donc, quel est l'état des lieux pour vous? Et ensuite, on passera un échange avec l'ensemble des participants. Vous avez exactement 4 minutes. On va raccourcir un petit peu pour vous. OK, c'est un défi, il n'y a pas de souci. Bonjour encore une fois. Merci encore pour l'invitation. Je vais essayer d'encadrer un peu la région. Quand on parle de la région, typiquement en termes de gouvernance, on a l'habitude d'inclure Moyen-Orient et Afrique en général. On parle d'une grande région, occupe une territoire entière. Bon, on parle de 2 continents parce que Moyen-Orient est déjà en Asie. On parle d'une place avec 4 langages de communication, 6 fuseaux horaires, c'est assez important. Une croissance de produit interne brut en moyenne de 5% par an. Bon, si on ne compte pas avec l'année précédente, avec le phénomène de Covid, ça a un peu baissé. Et on a même assisté, chaque année, on assiste de pays avec des croissances à deux chiffres, donc 10-15%, c'est assez énorme si on compare avec les nord de Méditerranée, comme Driss l'appelle. Un phénomène très intéressant, l'investissement asiatique, notamment en Afrique, a une croissance année par année, year on year, de 40%, jusqu'à 2013, je pense. Là, ça ralentit un peu, mais bon, ça c'est assez important, sachant que ce n'est pas quelque chose qui n'a pas encore arrivé au secteur bancaire, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder avec attention les années à venir. Ça fait qu'on parle d'une région avec beaucoup d'opportunités. Le secteur financier, ces années prochaines, les prochaines 10 ans, pour représenter 20% des produits internes africains. C'est assez important, il y a une grosse croissance, sachant qu'il y en a
Alia a commencé pour parler de ça, de l'inclusion financière, de les taux de bancarisation dans les continents. Et donc, imaginez-vous, donc on parle de représentation les années à venir de 20% de produit interne brut contre un taux informel, unbanked population de 70% en Afrique. Alia a mentionné qu'il y avait beaucoup de travail à faire au Maroc. Je suis entièrement d'accord avec elle, mais je pense que le Maroc, ce n'est pas un exemple Bon, en fait, c'est un exemple très positif en comparaison à la réalité africaine. Bon, si on exclut le Maroc et l'Afrique du Sud et les pays du Golfe, on parle de presque 70% de la population qui n'a pas accès à services bancaires. Et ça a représenté aussi une opportunité dans les continents. Tout le monde connaît les phénomènes du mobile money qui a apparu exactement pour faire face à cette réalité et que ce n'était pas introduit pour les secteurs bancaires. En fait, c'était introduit par le secteur de la télécommunication, qui après le secteur bancaire a suivi. Aujourd'hui, c'est en fait quelque chose de très important en Afrique pour aussi aider à cette inclusion financière. Et bon, si on pense que 3/4 des utilisateurs de mobile money sont concentrés en Afrique, c'est assez numéro important. Et si on va regarder ces gens-là, grosse majorité, ils n'ont même pas un compte bancaire. Et donc, ça, c'est une problématique qu'il faut penser en termes d'inclusion financière. Je pense que le secteur bancaire a trop évolué ces dernières 6-7 ans. Donc, le phénomène du Covid peut actuer maintenant comme un catalyseur de cette évolution, mais il y a eu déjà une démarche les années précédentes, tout ce qui concerne la transformation digitale. Si on pense en transformation digitale en Afrique, c'est un marché émergent. Bon, il faut penser que les cycles d'adoption sont différents. Beaucoup de fois, il y a quelque chose qu'on appelle en anglais technological leap, une dépassée d'étape classique. Si on pense en Europe, typiquement, on parle d'une évolution classique étape par étape. Un exemple très intéressant, c'est l'exemple de la téléphonie fixe. Donc, quand le monde occidental a eu une évolution petit à petit, a commencé pour le téléphone être un luxe, après a commencé pour ensuite la démocratisation de l'utilisation d'un téléphone fixe, après le téléphone mobile, et tout dans une évolution classique. Si on regarde l'Afrique, personne n'avait téléphone fixe et d'un jour à l'autre, tout le monde a 2, 3, 4 portables et ils sont déjà encore à faire de transactions financières à travers de mobile money, sans même avoir une compte bancaire. Donc, quand on pense en la transformation digitale, il faut penser que c'est une région qui adopte de nouvelles innovations par besoin. Et ça, c'est très important parce que chaque fois que quelque chose apparaît, normalement, il apparaît par un fort besoin de la population en général. Et donc, juste pour conclure, mon dernier point, justement, regardons les ressources humaines dans le secteur. Toute cette transformation digitale a fait que beaucoup de services aujourd'hui et dans les futurs proches sont en train d'être automatisés. Et ça ne signifie pas une perte en termes de capital humain. Au contraire, ça donne une opportunité aux institutions financières de pouvoir faire une transformation. Donc, si on pense en des exemples concrets, si on pense aujourd'hui à un guichet classique d'une banque, toutes ces opérations pour passer facilement au numérique, la nouvelle génération, sont des gens qui ne partent même pas à un balcon d'un guichet bancaire, donc ils font tout à travers du digital, de différentes plateformes. Et donc, c'est quoi le rôle
de toute cette ressource, de toute cette capital humain. Donc, ici, il y a une grosse opportunité en termes de transformation même du capital humain. Il y a eu, bon, je pense, Jean-Luc a parlé de focus sur les clients. Et donc, je pense qu'on est en train d'assister, il y en a une opportunité pour voir ça, transformation de gens qui étaient liés à des fonctions qui aujourd'hui sont en train d'être automatisées, mais ça ne signifie pas que ces gens-là vont disparaître. Au contraire, ces gens-là vont passer pour une transformation vers un focus sur le client, vers un focus sur des produits et des services avec une complexité différente qui vraiment ajoute la valeur. En fois de faire un investissement sur des choses qu'aujourd'hui sont déjà presque 100% automatisées et que, bien sûr, le secteur veut bien aussi profiter pour améliorer ces investissements et ces coûts et le passer à des choses qui réellement intéressent parce que les banques font d'argent avec l'argent. Donc, il ne faut pas se focaliser sur des choses qui sont déjà dépassées. Alors, et je pense que ça, c'est le point principal en 4 minutes. Je pense que j'ai dépassé un peu, je suis désolé. Parfait. Une excellente gestion du temps, Ricardo. Merci beaucoup. Et donc, évidemment, merci de préciser la grande zone Middle East, North Africa et Afrique subsaharienne, qui est une zone très diversifiée. Et c'est vrai que quand on commence à comparer des chiffres en termes de performance des économies et des secteurs bancaires, lorsqu'on place le Maroc dans sa région du continent à l'échelle continentale, il faut être conscient que peut-être que le benchmark dans d'autres pays n'est pas toujours valable lorsque justement le taux de bancarisation n'est pas au même niveau. Mais cela dit, l'innovation de l'Afrique, sa jeune population, les besoins naturels de la population d'être connectée à l'argent et au flux monétaire a engendré un phénomène absolument incroyable dont on entendait beaucoup parler récemment dans un grand événement au niveau du continent, the African Financial Summit, qui est le sujet du mobile banking. Et donc, c'est absolument remarquable que vous le mettiez aussi bien en avant parce que, en effet, c'est une impulsion qui est partie des télécoms et qui, au début, apparaissait comme étant une approche disruptive et une approche même dérangeante. Et aujourd'hui, moi, j'ai entendu dire, pourquoi j'ai pris l'exemple du African Financial Summit auquel je participais, en tant que participant cette fois, j'ai eu l'occasion d'entendre des régulateurs dire, d'une part, on avait un discours qui était plutôt généralisé, on est à l'heure du partenariat entre les organismes de différents secteurs, que ce soit la technologie, les telcos ou les opérateurs bancaires et financiers et tous les fintech et insurtech également, parce qu'il y avait de l'assurance au milieu du débat. Mais en même temps, OK, partenariat, mais comment réglementer tout ça? C'est un vrai sujet. Comment arriver à mettre en place un cadre réglementaire qui évolue suffisamment rapidement pour permettre de continuer à servir le client. Vous avez bien mis en avant tous les enjeux qui sont liés à l'inclusion financière, Ricardo, je vous en remercie. Je propose qu'on retourne maintenant à notre première panéliste qui est Alia Rouli, pour que, Alia, vous nous disiez quelles sont vos réactions par rapport à ce que vous avez entendu de la part de vos copanélistes. Alors, je vous dis, pour l'ensemble des intervenants, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Donc, je voudrais que vos réactions soient vraiment très brèves, à peu près 1 minute chacun à 1 minute 30. Comme ça, on pourra ensuite faire à la partie, plutôt accéder à la partie perspective pour un futur proche, qu'on fera également assez souvent. Avec plaisir, je vais être super courte. Nous sommes totalement alignés. Inclusion financière, oui. Petite rectification, quand je parlais du Maroc, et peut-être que j'ai été mal comprise, en tout cas sur ce point-là. Ce que je disais, c'est que le Maroc est en progression nette. On revient de loin, mais qu'on a encore une accélération à faire, d'où l'importance de l'inclusion financière et du mobile banking et surtout de cette partie wallet qui, pour moi, est fondamentale pour inclure d'autres populations qui ne le sont pas aujourd'hui. 2 mots encore qui m'ont fait qui me font réagir. Au-delà de tous les aspects réglementaires aujourd'hui qui sont très importants, qui vont continuer à jalonner ce secteur bancaire et financier. Et là, le Maroc est précurseur parce qu'il est à la pointe des dernières réglementations. Et tant mieux pour nous, ça nous permet d'avoir toujours une longueur d'avance et d'anticiper sur un certain nombre de problématiques internationales. J'aimerais juste reprendre une expression qui
me parle beaucoup. Tout à l'heure, on disait proximité, oui, mais il faut de la disponibilité, c'est-à-dire le client, quand il veut consommer sa banque au moment où il le veut, avec le moyen qu'il le veut, c'est très clair. Mais moi, je rajouterais juste personnalisation, parce que c'est cette personnalisation de la relation client qui est au cœur des sujets et qui fera toute la différence d'un établissement à un autre. Voilà, 1 minute, je pense 1 minute 30, mais bon, je ne pouvais pas faire plus court. Excellent. Très bel esprit de synthèse et merci pour ces précisions complémentaires pour bien ancrer votre intervention dans le contexte général des autres interventions de nos chers copanélistes. À vous, cher Rachid, si Rachid, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vos réactions par rapport à ce que vous avez entendu dans cette première partie d'intervention? Merci. C'est des interventions très intéressantes, très enrichissantes et on partage tout à fait le même diagnostic. On est confronté à la même réalité, à savoir on est dans un monde où les gens utilisent leur portable, leur ordinateur, etc. le plus souvent. Ils n'ont plus franchement la volonté de se déplacer pour des petites opérations, pour des petits soucis. Mais en même temps, ils ont besoin d'un conseil, d'un service, d'une fluidité quand ils demandent une opération au-delà du conseil, quand ils demandent de faire un virement, des opérations plus ou moins bancaires classiques. Il faut que les choses soient très fluides et là, ça met de la pression sur tous les process derrière, sur tous les procédures et les process derrière et les SI derrière aussi qui doivent suivre, tout en assurant tout ce qui est réglementaire qui devient, c'est important de le signaler, je pense que ça a été dit par le professeur qui avait fait la première partie, la réglementation devient de plus en plus dure à ce niveau-là. Là, on est dans un mode digital, on doit mettre en place beaucoup de mesures pour gérer les données personnelles, il y a toutes les contraintes CNDP, etc. Il y a toutes les opérations qui doivent être le QIC, la connaissance du client qui doit être là, le suivi des opérations, il y a tout ce qui est mesures anti-blanchiment qui deviennent de plus en plus strictes et de plus en plus importantes. Tout ça vient pour protéger les clients, mais le client ne le comprend pas toujours de prime abord parce qu'il voit plus des contraintes, plus des freins, plus des process qui alourdissent un peu le tout, qui ne se font pas dans le sens de la fluidité qu'autre chose. Mais avec une approche, j'allais dire, avec la bonne communication et l'explication, tout le monde y adhère finalement. Et donc, le vrai trade-off, quelque part, c'est trouver l'équilibre entre le digital et les procédures derrière qui doivent sécuriser tout le process. Et dans le même sens, entre le digital, notamment, par exemple, sur la plateforme Bourse en ligne, qui permet à la personne de faire des opérations lui-même d'une manière très fluide, versus le conseil qu'on doit lui apporter. On ne peut pas juste le laisser traiter tout seul. Il a besoin d'un conseil, d'un accompagnement, d'autant plus, comme l'a très bien signalé l'intervenant tout à l'heure, dans le contexte actuel de Covid, où l'expertise devient en plus demandée, où le contexte est tellement difficile, les placements sont tellement compliqués, les rendements ne sont pas forcément au rendez-vous, qu'il faut que le conseiller soit très performant. Donc, c'est vraiment l'équilibre que nous avons qui est difficile entre digital et l'intervention humaine et leur impact sur les procédures et la réglementation. J'en ai terminé, Cédric. J'espère que je n'ai pas pris beaucoup de temps. Excellent. Comme d'habitude, une synthèse remarquable et merci beaucoup de relier les interventions des uns et des autres. Et merci beaucoup de préciser aussi la bourse en ligne qui est quelque chose d'important. Je pense que maintenant, le sujet pour je vais dire les épargnants aujourd'hui, c'est de devenir de plus en plus avides d'opérations boursières et je crois que, en tout cas au niveau du Maroc, les choses sont vraiment sur la bonne voie avec énormément de belles activités au niveau de la bourse de Casablanca. On peut citer au passage sa nouvelle présidence en la qualité de Sika El Mokdad qui fait un excellent travail avec ses équipes et évidemment en relation avec les associations et fédérations de place dont vous représentez, l'association professionnelle des sociétés de bourse, c'est Rachid. Jean-Luc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, alors par rapport à vos réactions? Vous avez maintenant de la matière pour faire votre benchmark. Votre réaction par rapport à ce qui a été dit par vous? Tout converge. Aujourd'hui, l'enjeu, il y a un véritable enjeu par la force des choses avec cette situation de Covid, c'est de réussir la nouvelle dimension de la relation. Voilà. Aujourd'hui, on a compris, Alaya parlait de personnalisation, c'est tout à fait ça. Et moi, je parlerais de signature. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, une banque ait une signature propre dans sa relation avec son client, mais dans sa relation personnelle. Il faut que je trouve dans ma banque une relation qui va être différenciante.
Il y a un autre élément aussi qu'on n'a pas évoqué, je le glisse là parce que je voulais l'apporter en conclusion. On a beaucoup parlé des marchés financiers. Performance du CAC 40 depuis le début de l'année est remarquable. Il faut accompagner nos clients, il faut les entraîner dans ces univers-là et ce n'est pas facile. On sent une frilosité de nos conseillers, donc il faut les former. On s'y attelle. L'autre élément, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle dimension, c'est la prévoyance. Je pense qu'il y a une attente qui va naître très très vite. C'est demain, comment je me prémunis professionnellement, personnellement, des événements qui viennent de se produire. Il ne faut pas oublier qu'il y a des familles qui sont endeuillées, il y a des choses comme ça qui se sont produites brutalement, douloureusement. Et ça fait partie aussi de la personnalisation de la relation, d'être en capacité d'aborder ces sujets-là avec nos clients, et que ce soit physiquement ou à distance. Alors, je pense que physiquement, c'est plus facile. Et il faut trouver les clés pour qu'on y arrive et qu'on continue à préserver cette qualité de relation et puis de préserver cette dimension humaine dans la relation. Donc, c'est tout l'enjeu aussi pour la formation, pour emmener nos collaborateurs à atteindre cet objectif. Il est bien précisé dans votre propos une notion d'être capable aussi de proposer à son client au niveau du réseau bancaire et en général de la relation qu'on entretient avec ce dernier, parfois des prestations qui peuvent être complémentaires. Vous avez parlé de prévoyance, alors ça fait partie du sujet des prestations proposées par une banque, mais au-delà de cela, hein, il y a aussi le bon exemple de dire que quelque part dans la relation de conseil, le client cherche aussi à avoir des conseils sur des prestations connexes et complémentaires à celles proposées par son banquier. Donc un vrai banquier de relations de proximité, on l'a bien dit, mais surtout capable d'apporter de la valeur ajoutée à son client. C'est ce que recherchent aujourd'hui les clients, c'est plus de valeur ajoutée, pas simplement sur la prestation qu'il achète, mais également au-delà en termes d'écoute de son besoin bien spécifique. Et c'est ce qui apparaît à travers, évidemment, les différentes interventions. Je préciserai aussi quand même que l'alignement qui apparaît de vos propos est totalement aussi le fruit de notre comité scientifique. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait un énorme travail en amont pour trouver des profils aussi remarquables que vous et arriver à essayer d'imaginer un peu, en prévoyant, c'est le bon terme intellectuel cette fois, à quoi ressemblerait ce panel. Et je vais donner maintenant la parole à cher Ricardo pour que vous nous disiez, vous, exactement 1 minute chrono, comme ça on pourra après faire le dernier tour de table sur les perspectives. 1 minute chrono, pas plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre réaction? Merci beaucoup, Ricardo. Merci à vous. Bon, d'accord. Bon, si je prends tout ce qui a été dit par mes collègues panélistes, je pense qu'on peut, d'une manière trop simple, regrouper la problématique en deux groupes, en deux mondes. Bon, une, c'est tout ce qui est la technologie, que ça permet de toucher à tous les sujets qu'on a discutés, l'inclusion financière, la question de la personnalisation qu'elle a bien touché, que c'est très, très important parce qu'aujourd'hui, les clients épousent un chiffre, donc il y a une dimension complètement différente et la technologie, c'est un accélérateur, un catalyseur de cette transformation. Donc, tout ce qui est technologie, d'un côté, qui permet la évolution, bien sûr, du secteur, et de l'autre côté, la transformation humaine du secteur que Jean-Luc a bien souligné, que c'est tout ce qui est lié au fait que aujourd'hui, les capitales humaines, les professionnels banking, c'est complètement différent. Ils sont en face d'un changement assez important concernant la relation clientèle. Et un truc très, très intéressant aussi de la part de Jean-Luc, c'était le fait qu'il a mentionné que dans le futur, il faudra que les clients identifient une banque comme une relation humaine. Et ça, c'est un changement de paradigme très intéressant si on pense que normalement, ce n'est pas le cas. Normalement, les clients cherchent une banque qui donne les meilleures conditions financières bien avant les autres côtés de dimension humaine. Donc, je pense que l'ensemble de ces deux mondes et ces deux grands paradigmes, d'un côté, l'évolution technologique qui permet l'évolution du secteur par lui-même, et de l'autre côté, la transformation et l'apport de la valeur de la dimension humaine, le capital humain, les professionnels du secteur aussi. Excellent. Et donc, je pense que ces deux mondes liés vont sûrement ramener de bonnes perspectives pour les secteurs dans les futurs à venir.
Donc, Parfait. merci Donc, beaucoup. vous avez fait un excellent travail pour me permettre de gagner un peu de temps, c'est de combiner votre synthèse de ce qui a été dit et la perspective pour la suite, donc, ou les perspectives d'avenir, c'est remarquable. Vous avez bien raison de dire que la digitalisation est un moyen au service de l'humain et non pas l'inverse. Et donc, je vais revenir maintenant à Yarouli pour vous en maintenant 1 minute chrono à 2 minutes grand maximum. Quelles sont les perspectives d'avenir de votre point de vue? On refera un petit tour de table rapide, en tout cas sur les deux autres intervenants, et on conclura avec ceci sur notre panel, remarquable panel de ce début de journée. Merci beaucoup, Ali, à vous. Merci Driss, merci à tous. Vraiment un réel plaisir, hein. Je tenais à réitérer tout le plaisir que j'ai eu à vous écouter tous, à échanger avec vous. Pour moi, le digital est un moyen, c'est un enabler effectivement, mais qui est au centre aujourd'hui, qui est un fil rouge et qui va continuer à s'accélérer. C'est une conviction. Donc, mais en chapeau, moi j'aimerais quand même parler de l'inclusion financière pour le cas du Maroc, parce que, non pas pour prêcher ma paroisse, j'ai été banquière, je continuerai à l'être dans l'âme, mais il y a des populations qu'il faut aller capter, mais qu'il faut accompagner. Donc, je dirais, pour pouvoir éduquer le système financier, il faut de l'éducation financière, il faut que le client comprenne qu'est-ce que c'est que cette digitalisation, en quoi elle est sécurisée pour lui, en quoi elle est sécurisante pour son transactionnel, en quoi elle peut l'accompagner, lui faire gagner du temps, personnaliser de plus en plus sa relation avec le conseiller, etc., etc. Et cette éducation financière, elle ne pourra avoir lieu que si, justement, tout le dispositif de formation, d'accompagnement, de change est présent. Et bien entendu, n'oublions pas, et tout à l'heure, et chacun des intervenants l'a bien dit et l'a bien précisé, tout cela met au centre de nos préoccupations la satisfaction client. Il faut continuer à réfléchir, innover pour améliorer cette expérience client, surtout en ces moments difficiles d'un point de vue humain. Et donc, jamais, et moi c'est ma conviction, le consommateur, le client, quelle que soit l'appellation qu'on voudrait lui donner, n'a été autant dans ce besoin d'accompagnement, d'écoute, et qu'on lui tienne, j'ai envie de dire, cette main virtuelle pour qu'il puisse être satisfait et servi au niveau qu'il le mérite. Voilà pour ma synthèse et les perspectives pour moi qui me paraissent être celles de la tendance, sachant qu'on les a bien évoquées auparavant. Driss, 1 minute 30, 2 minutes, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est toujours un exercice périlleux. Toujours, et ça l'est en effet, et j'apprécie que vous prêtiez tous au jeu du timing. Merci beaucoup. Et maintenant, la même question évidemment à Sir Rachid. Pour vous, les perspectives pour un avenir proche, on parle à horizon de 3 à 6 mois, hein, de ce qu'on va être les nouvelles tendances attendues. Il faut avouer que les cycles sont raccourcis de par la transition que nous vivons, et c'est aussi comme ça que nous avons réfléchi. Tout à l'heure, j'ai dit que l'alignement venait des interventions de ce que nous avons pu constituer comme panel, mais c'est évident que les sujets que vous traitez tous, l'alignement qui existe vient aussi d'alignement à l'échelle de l'ensemble de l'humanité. Il faut le dire aujourd'hui, on se ressent sur des valeurs communes. On a beaucoup parlé de valeurs hier, d'alignement. Vous voyez, ça remonte naturellement. On n'a pas posé le sujet du point de vue des collaborateurs ou particulièrement des parties prenantes. On a dit concrètement, c'est quoi l'évolution des modèles bancaires au service de la relation client, et vous êtes naturellement revenu aux parties prenantes, naturellement revenu évidemment, ce qui est normal, le KYC, la réglementation, toutes les normes prudentielles qui sont en vigueur, etc., le devoir de vigilance, mais sans pour autant nécessiter de faire une concertation énormément en amont. On tombe quand même sur une très grande logique d'alignement, parce que les enjeux qui sont vécus au niveau du secteur bancaire et financier, mais au niveau des entreprises et des organisations en général, les enjeux sont tous les mêmes quelque part. Et c'est ça qui est vraiment enrichissant dans cette démarche que nous sommes en train de réaliser tous ensemble, c'est qu'on arrive vers une convergence des problématiques. À vous, cher Rachid, merci beaucoup. Tout à fait, il y a une réelle convergence de par la situation mondiale déjà et locale, et notre ambition, l'ambition du royaume. Et quand Mme Ali a parlé de l'inclusion financière, j'allais dire jusqu'à récemment, ce n'était pas forcément le point ou un des points majeurs de notre stratégie au niveau de la bourse de Casa. Aujourd'hui, ça le devient. On est en train de réfléchir à des comment dirais-je,
des mécanismes qui permettraient d'aller chercher de l'épargne là où elle est, même au niveau de l'inclusion financière, justement, la toute petite épargne. Et comme vous le savez, il y a un emprunt national, un grand emprunt national qui est en cours de préparation par le Trésor, par le ministère des Finances. Et son objectif, c'est d'aller chercher cette épargne et de pouvoir lui donner une chance de la faire fructifier. Il y a donc des enjeux importants pour l'État. Il y a un enjeu important pour les familles qui sont concernées, pour les personnes qui sont concernées. Et là-dedans, il y a des digitalisations qui jouent un rôle important parce qu'il faudrait pouvoir être accessible. La bourse ne peut pas être accessible juste aux personnes qui habitent sur Casa ou Rabat. Il doit être accessible à tout le monde, quel que soit l'endroit, quelle que soit la ville, quel que soit même le pays. Même des MRE peuvent très bien, boursicoter, intervenir sur le marché en toute quiétude et avec la toute transparence. Il y a l'enjeu de la formation, ça a été dit effectivement, et c'est très important. Et l'éducation financière, c'est tout un enjeu de place sur lequel il faudrait qu'on travaille tous ensemble. Les perspectives sont bonnes sur les prochains mois. Il y a beaucoup de sujets majeurs qui viennent et c'est un vrai challenge pour nous en tant que profession de pouvoir les relever et de pouvoir les réussir avec les moyens dont on dispose. Je terminerai juste sur un seul point. Je pense que c'est important que toutes les personnes dans ces marchés-là ou dans ces métiers-là intègrent une notion qui me paraît être évidente, qui c'est que le digital n'est pas un moyen, c'est un moyen, c'est pas un but en soi. C'est un moyen de faciliter les choses, c'est un moyen de rendre les choses accessibles et lisibles pour tous. C'est vraiment un facilitateur plus qu'autre chose. Il faut le penser comme ça et pas en remplacement de la relation humaine. Voilà. Excellent, merci beaucoup aussi pour cette synthèse. Et on va finir avec Jean-Luc. Et merci à cher Ricardo d'avoir fait la synthèse aussi, et plutôt les perspectives, je veux dire, lors de sa synthèse de ce qu'il a entendu de ses autres colissiers et plutôt copanélistes. Donc, à vous, Jean-Luc, en 1 minute chrono, ça nous laissera à peu près 2 minutes de temps de pause avant d'accueillir le directeur général de l'École supérieure de la banque qui démarrera exactement à 11h40 heure du Maroc et 13h40 heure de Paris. À vous, cher Jean-Luc, en 1 minute chrono. Merci beaucoup. Mais je rejoins ce que vient de dire Rachid et puis ce qu'a dit précédemment, c'est il faut réduire la distance et les moyens techniques nous le permettent. Donc aujourd'hui, n'importe qui où il est peut faire de la bourse, peut faire fructifier son épargne avec intelligence et tout le monde a accès aux mêmes moyens. C'est là où je trouve qu'il y a une perspective intéressante. Ensuite, il y a une autre chose, c'est la culture de l'ADN. On a parlé de valeurs et je crois que c'est essentiel. Il faut que chaque collaborateur partage l'ADN de son entreprise pour échanger sur les valeurs avec son client. Et on a forcément des valeurs communes et cette période de Covid nous a ramené à des valeurs fondamentales, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est important. L'autre enseignement qu'on va devoir tirer et sur lequel il va falloir qu'on travaille, c'est trouver l'équilibre. On a dû, par la force des choses ces derniers mois, réfléchir à une relation 100% en distanciel. Que ce soit avec nos proches, que ce soit avec notre banquier, que ce soit dans nos relations d'affaires. Et par la force des choses, on s'est aussi rendu compte que le 100% distanciel n'était pas une réponse globale. Et que donc aujourd'hui, il va falloir trouver un équilibre, l'équilibre qui convient à chacun. Je fais un parallèle avec le télétravail. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas à l'aise à être à 100% au télétravail, qui ont besoin de venir de temps en temps sur leur lieu de travail, de partager avec leurs collaborateurs. Eh bien ça, il faut qu'on l'identifie auprès de nos clients et qu'on soit à capacité d'apporter une réponse. Et il faut que nos collaborateurs soient à l'aise pour le faire. Merci beaucoup. Et ça sera l'enjeu de la formation. Merci beaucoup pour le mot de la fin sur l'équilibre et l'enjeu de la formation. À nos chers panélistes, Ali Arouli, Rachid Ouattara, Jean-Luc Montigny et puis Ricardo Diaz-Marquez. Un superbe travail de concertation, j'ai envie de dire, universel, c'est fait. Vous avez fait un excellent travail de synthèse par rapport au sujet posé. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps de vous prêter au jeu des questions-réponses et pour votre analyse de ce que sont les enjeux positifs des organismes, enfin en tout cas, enjeux des organisations au niveau du secteur bancaire et financier et des perspectives pour l'année 2021 et les mois à venir en tout cas. Merci encore une fois, à très bientôt.